Salut Nadia. Salut, ça va? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, ça me fait plaisir. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Pour un peu de contexte, moi et Nadia, on s'est rencontrés il y a à peu près un an, à peu près. OK. Bientôt un an. Je vais la laisser se présenter après, mais Nadia est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Aura Partenaire et elle a besoin de vidéos de temps en temps. Donc, on est là pour ça. Fac, présente-toi. J'aimerais ça que tu te présentes au début. Fais juste un petit tour léger. Parce que moi, j'ai plein de questions. J'ai fait des recherches sur toi. J'ai cherché Oh. plein d'affaires. Fait que je sais des trucs. OK. Fait que je vais te poser des questions là-dessus après. Mais j'aimerais ça que juste tu te présentes en 2-3 minutes max. 2-3 minutes. OK. Native de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait toutes mes études jusqu'au cégep. Par la suite, j'ai été étudiée en profil entrepreneurship, donc essentiellement management à HEC Montréal. Profil adapté justement pour ceux qui veulent faire une start-up ou qui ont déjà une entreprise familiale. Dans mon cas, c'était vraiment la relève de l'entreprise familiale qui OK. m'intéressait. Donc, suite à mes études, j'ai débuté à temps plein dans l'entreprise. J'imagine qu'on va en reparler amplement. Ouais, ouais, ouais. Donc, différentes fonctions, mais ça a été quand même assez vaste. Autant des postes plus au niveau de la production, finance, admin, dont à la fin, principalement en ressources humaines. Euh, donc c'est ça, on va probablement en aborder en masse parce que c'est quand même une grosse partie de mon histoire. Et depuis bientôt un an, j'ai fondé Aura Partenaire, qui est dans le fond, à la suite de mon départ de l'entreprise familiale, je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce que j'allais faire, puis quoi j'allais faire. Donc, je me suis concentrée sur ce que je faisais de bien. Puis quelque chose qu'on a fait de bien aussi dans l'entreprise familiale, c'est tout le rayonnement de la marque dans une perspective de recrutement. On embauchait 300 personnes par année avec la croissance qu'on subissait. Et ça fonctionnait bien. Fait que je me suis dit, ça, on l'a bien réalisé. Il y a des tonnes d'entreprises qui ont des difficultés au niveau du recrutement ou de la rayonnement de leur marque employeur. Donc, de là est parti Aura. Ça fait un an, plein de beaux projets. Comme n'importe quelle entreprise, malheureusement, le COVID nous a frappé de plein fouet. Ouais. Mais c'est ce qui fait la force des entrepreneurs, là, de se relever et puis de continuer malgré la tempête. Mhm. OK, bien parfait. Ben ça, justement, tu en parles, puis on va en parler plus tantôt de l'impact de la COVID sur les entreprises. Mais avant ça, j'aimerais ça que là, tu as fait un petit tour général, mais j'aimerais ça qu'on vienne plus quand tu étais plus jeune. Parce que tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs. Oui. Fait que là, moi, ça m'intéresse bien gros, ça. Parce que moi, je suis un amoureux de tout ce qui est entrepreneuriat et je veux savoir c'est comment grandir dans une famille d'entrepreneurs et c'est quoi les points positifs, est-ce qu'il y a des points négatifs, est-ce que ça t'a donné un edge sur des gens. Il y a beaucoup de questions là, dans ma phrase, là. Mais vas-y en général, puis s'il y a de quoi, je te repose des questions. C'est sûr que pour moi, j'ai juste connu ça, donc de connaître l'inverse, j'ai pas été dans ce contexte-là. Mes parents, c'est eux qui avaient fondé l'entreprise familiale, donc dans notre famille, le running gag, c'est comme entreprise manufacturière, on est né sur un banc de scie. OK. Parce que quand on était enfant, je me rappelle encore que nos parents nous amenaient. En tant qu'enfant, des fois, ça ne te tente pas toujours de suivre les parents, mais on n'avait pas le choix. Fait que avec mon frère, ma soeur, je me rappelle encore des souvenirs de jeunesse qu'on jouait à la cachette dans l'usine parce qu'on essayait de se divertir en attendant que mes parents finissent ce qu'ils devaient faire. Mais ça l'amène une belle chimie familiale, surtout quand tout le monde est impliqué à sa façon. Mais je me rappelle encore, nos soupers familiaux étaient 100%, on discutait de l'entreprise. OK. Puis là, on essayait de mettre des lois comme, OK, là, on parle pas de l'entreprise, puis on parle d'autre chose. Après 5 minutes, ça revenait indirectement à parler de quelque chose. Peut-être pas précisément, mais toujours en lien. Ouais. Fait qu'on n'était pas capable. C'était inévitable. Fait que c'est de grandir à travers ça. Je sais pas si systématiquement, ça l'a fait mon choix, mais moi, dès mon jeune âge, je savais que je voulais prendre la relève de l'entreprise familiale. Fait que j'ai toujours voulu prendre ça,
mes études, ne serait-ce qu'au cégep, combien il y a de gens qui hésitent, ne savent pas quelle spécialisation faire. Bien, moi, je le savais dès le secondaire. OK. Puis au point même que secondaire 5, je me rappelle encore, tout le monde prenait les cours de chimie. Avancer, les maths fortes, Oui, ces puis tu sais, affaires-là. dans l'optique où, ouais, mais tu sais, si je veux changer de spécialisation, moi, je vais avoir les cours pour changer si je veux. Là, je me rappelle plus c'est quoi les termes, mais nous, c'était sciences de la nature. Ouais. Donc, les gens prenaient les cours, mais moi, j'étais comme, c'est sûr que je m'en vais en admin. J'irai pas me faire suer avec des cours de chimie, que c'est zéro mon dada. Fait que je me suis toujours concentrée avec les cours d'admin, faire mes maths, puis, tu sais, jamais j'ai hésité. OK. J'ai fait mon cégep en 2 ans, puis je voulais pas perdre de temps, parce qu'il y en a qui extensionnent leur session. Ouais. Moi, je voulais le faire le plus rapidement possible. Je suis rentrée à HEC. J'étais une des plus jeunes, parce que la plupart des gens prennent peut-être soit qu'ils font 3 ans de cégep ou une session sabbatique. Moi, je l'ai faite vraiment le plus rapidement possible. Fait que c'était toujours décidé que je voulais prendre la relève. Puis ça m'amène aussi à repenser, tu sais, dans ma jeunesse. Il y a plein de choses que je faisais ayant un sens peut-être entrepreneurial, mais sans même savoir qu'à cet âge-là que c'était fondé. Comme quoi, à peu près? Tu vendais-tu n'importe quoi à tes amis ou... Mais je me rappelle que... je suis zéro artistique, là. C'est pas ma force, mais zéro, tu sais. Ma fille de 10 ans est meilleure que moi en dessin. Tu sais, je faisais des bijoux à base de pâte fumeau ou en tressant, puis là, j'en faisais, puis je les vendais à l'école. Puis là, j'avais même une de mes amies qui travaillait à vendre pour moi. Fait que, tu sais, je me dis, comment à cet âge-là... comment à cet âge-là, je pouvais déjà penser au rouage de l'entreprise. On n'avait rien à faire une journée. Je me rappelle, avec mes voisins, on avait créé un genre d'insectarium. OK. Fait que là, on s'est dit, on va ramasser des insectes, puis on va ouvrir au quartier. Fait que là, on va faire payer les gens pour qu'ils viennent. Mais tu sais, on regarde ça avec le recul, puis c'est complètement pathétique. T'sais, mais non, mais c'est super cute. Une fourmi, une abeille qu'on s'était quasiment fait piquer pour essayer de l'avoir. Mais bon, je pense que l'audace était là. Ben puis, oui. OK, fait que déjà, au jeune âge, tu avais ça, même si tu t'en rendais même pas compte, c'était déjà à l'intérieur de toi. C'est quand même vraiment intéressant, ça. Puis, tu penses qu'il y a des points négatifs? Bien, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, ne serait-ce que de toujours parler de l'entreprise familiale, ça fait que le centre de la famille, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai compris dernièrement. Tu sais, oui, il y a notre chapeau d'entrepreneur, mais il y a notre chapeau aussi en tant que membre de la famille. Ouais. Puis des fois, je trouve qu'on vient à perdre ce volet-là qui est super important, mais parce que l'autre prend tellement d'ampleur. Je comprends, oui, vraiment. Puis justement, j'avais lu dans une des entrevues écrites que tu avais faites, je pense que c'était pas écrit, que tu avais comme objectif d'améliorer ta relation entre le travail et la famille. C'était dans ton entrevue de l'École entrepreneuriale de Beauce. Ouais. Puis moi, je fais mes recherches. Là. Puis tu avais écrit ça. Ça, c'est mon objectif. Pas, mais ouais. Mais c'est quand? Ça fait combien de temps que tu es allé à... Parce qu'on va pas trop en parler tout de suite. Là. J'ai d'autres questions, mais ça fait combien de temps que tu es allé? L'École d'entrepreneurship de Beauce, j'ai gradué en 2015, donc 2013 à 2015. OK, quand même. Puis est-ce que tu penses que tu as réussi à accomplir ton objectif? Pour être honnête, je l'ai réussi, mais que dernièrement avec les gros échecs que j'ai vécus. OK. Tu sais, je pense que quand tu perds tout, dont l'entreprise familiale, tu perds tes repères, tu te perds toi. Parce que l'entreprise, au fil des ans, c'est toi. C'est ça donne tout le sens, là. Oui, puis là, tu sais, du jour au lendemain, t'as plus l'entreprise. Aïe, aïe, là. Tu te ramasses puis t'es comme, mais je suis qui? Parce que moi, j'étais l'entreprise, mais en réalité, c'est pas le cas. Mais tout est fait comme ça. Tu es un entrepreneur. La nuit, tu dors et tu rêves à l'entreprise. Fait que je pense que c'est que dernièrement que j'ai compris, en ayant perdu, dans le fond, la grosseur de ce que représentait pour moi l'entreprise, de revenir à la base puis de me dire, mais c'est quoi réellement qui est important? C'est intéressant, ça. Au final, moi, je me suis dit, j'ai beau tout perdre dans la vie, ne serait-ce que l'entreprise ou monétairement, ce qui reste, c'est mes enfants. Puis ma famille, mon chum,
puis la famille rapprochée. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est important. C'est C'est quand que même tout le monde intéressant. soit en santé. Après, que tu perdes tout, ben Nadia va encore exister demain matin, puis Nadia va être encore là. Mais ça amène un long travail de réflexion, parce que quand tu Ouais. perds ça, tu perds aussi confiance en toi. Fait que de rebâtir au travers ça, c'est... Ouais, c'est vraiment une grosse affaire. J'avais jamais réalisé, tu sais, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, fait que j'avais jamais réalisé que ça pourrait être un aussi gros truc. Puis tu sais, c'est fou que tu l'aies réalisé dernièrement. Puis ça fait des années que t'es une entrepreneur. Tu sais, ça fait des années que tu travailles, puis c'est juste là que tu viens de réaliser. C'est quand même fou, hein? Ben, je pense que, tu sais, c'est dans les grosses épreuves de la vie que tu prends conscience de certaines choses. Moi, malheureusement, tu sais, ça a été une épreuve difficile. Avec le, tu sais, ça va faire un petit peu plus qu'un an. Fait qu'avec le recul, je réalise tout l'impact que ça avait sur ma vie. Puis, tu sais, puis encore là, tu sais, encore aujourd'hui, malgré cet apprentissage-là, de Ouais. plus jamais vouloir mettre ma famille de côté au détriment de l'emploi, c'est difficile de ne pas revenir dans ses anciens souliers. Ouais. Tu sais, ne serait-ce qu'avec Aura, d'avoir... Là, on a plein de clients, là, il faut que je fasse beaucoup d'heures. Mais systématiquement, je vais les faire parce que c'est de ma nature. Mais là, au final, je suis comme, c'est pas ça que je voulais, là. Je me suis dit, puis jamais j'allais mettre mes enfants de côté. Ouais. Je veux être là pour eux, je veux vivre avec eux, peu importe ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Fait que, tu sais, c'est un combat quotidien que je dois sans cesse me rappeler puis dire, ah, non, non, tu t'es dit que tu n'irais plus là, Ouais. fais attention parce que tu retournes vers ça, tu sais. Oui, j'avoue. Puis en plus, ton copain actuel est entrepreneur. Fait que c'est sûr que ça doit être comme. Tu sais, exemple que. C'est toi, tu te dis ça, mais probablement que lui aussi se dit la même chose, de comme, hey, faut pas que je fasse trop d'heures, faut que. Fait que ça doit vraiment être un combat. Mais c'est un combat très, très particulier. Je pense qu'encore plus avec deux entrepreneurs parce que, tu sais, si lui a quelque chose, ben moi, je comprends. Ouais. Je suis comme, ben là, ça fait... Tu sais, je serais pas dans le jugement à dire, ben là, ça fait 2 semaines que t'es pas à la maison. Ouais. Là, on s'était dit qu'on se ferait une soirée, puis Ouais. t'es pas encore là. Ah non, tu sais, je comprends c'est quoi l'entreprise, vas-y, puis on va remettre à plus tard, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais de ramener ça à la réalité, puis je pense ce qui fait la force de notre couple, on n'a pas parlé beaucoup du volet familial encore, mais de notre couple, de ma famille immédiate, avec moi puis David, ben c'est plus fort que ça. Puis je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment que pour nous, l'important, ben, c'est le bien-être. Ouais. Ça, c'est. Puis des fois, moi, je peux partir, puis David va me ramener, tu sais, dans une question, mais c'est quoi tu veux au final? Puis là, ouais. Fait que, tu sais, quand tu as cette prémisse-là de base dans un couple, mais ça l'aide à garder solide, parce que sinon, c'est facile de se perdre. Ouais. Puis, tu sais, autant dans un point de vue couple, que tantôt, on parlait d'un point de vue familial avec les parents, frères, sœurs, mais c'est exactement la même chose. Ouais. Puis est-ce que, ben justement, est-ce que tes frères et tes sœurs ont eu comme objectif aussi très jeunes comme toi de dire, ah, je vais être aussi dans l'entreprise familiale, je vais la reprendre comme toi, pareil? Ben, moi, je suis le bébé. OK. Mon frère aîné a 8 ans de plus que moi. Fait que, il a toujours été dans l'entreprise aussi. Puis dès son jeune âge, là, pour lui, il voulait prendre la relève. Ma sœur a fait des études universitaires en infirmerie. Elle a travaillé longtemps là-dedans, mais tu sais, ma sœur, c'est un ange. Elle a l'humain. Okay. Autant que moi, je suis en ressources humaines, j'adore mettre l'humain en priorité. Ouais. Elle, c'est vraiment pas une vocation, mais... Je comprends. Ouais, sa valeur première, c'est ouais, l'humain. c'est ça. Fait que, ouais. Elle, de traiter des patients, de pouvoir aider leur santé. Ouais. Par contre, en ayant ses enfants, mais ça devenait difficile à jongler parce que des fois, les horaires en hôpitaux, c'est pas des horaires de 8 à 5 du lundi au vendredi. Fait que ma sœur est venue travailler avec nous. OK. Elle est venue travailler avec nous. Honnêtement, elle était excellente. Puis à cette époque-là, elle était aux ressources humaines parce qu'à l'époque, on n'avait personne aux ressources humaines. Okay. Elle faisait vraiment un bon travail, mais le volet humain n'était pas assez important pour elle. Elle voulait traiter les patients. Fait qu'elle a décidé de quitter. Mais ça aussi, ça l'amène des challenges en tant que famille. Ben oui. Parce que là, en tant que parent, tu dois aussi accepter ça. Puis il faut que tu mettes encore une fois, c'est quoi l'important au travers de ça? Bien, c'est ton enfant. Si ton enfant n'est pas bien dans cet environnement-là, si pour ton enfant, pour lui,
il s'épanouit ou il se réalise dans autre chose. Ouais. Mais c'est ça qui est important. Mhm. C'est quand même fou, ça. C'est fou, j'avais jamais pensé à ça, d'avoir tellement une grosse entreprise, de dire comme non, venez toutes, tu sais, c'est pour nous, c'est tout. Fait que pour vous aussi, Ouais. techniquement, ça devrait être tout, tu sais. Ah ouais. Puis justement, j'ai une question qui juste me popé. J'ai fait un podcast avec 3 fondateurs qui ont parti une compagnie qui s'appelle Recap. Puis il y en a un des 3 que son père est un entrepreneur à succès, qui a une grosse entreprise, puis tout ça. Puis il l'a dit, hey, je suis pas gêné de le dire, que j'aurais pu rester assis puis avoir tout cru dans le bec. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'on n'entend pas souvent ces histoires-là d'un jeune qui peut dire comme, ben j'ai décidé de partir ça, mais pour être franc, j'aurais pu être assis puis attendre, tu sais. Ouais. Puis est-ce que vous, c'est votre cas en tant que famille ou... Oui, Ouais. mais c'était zéro notre mentalité. Mhm. Puis là, je vais t'emmener de l'autre côté de la médaille. En tant que relève, toute ma vie, j'ai dû avoir des préjugés comme, ben on le sait bien, t'es là parce que c'est ton père. Clairement, c'est sûr, là. Puis autant du point de vue externe de l'entreprise que même à l'interne quand j'ai commencé. Tu sais, j'étais là pas parce que j'avais les connaissances ou les compétences, j'étais là parce que j'étais la fille du boss. Puis là, l'entreprise familiale étant dans un domaine manufacturier, à l'époque, beaucoup moins dans les dernières années, mais c'était beaucoup masculin. Fait que là, une petite fille, dans cet environnement-là, ça ne fitait pas. Ouais. Fait que, tu sais, de faire sa place au travers ces préjugés-là, ça n'a pas été facile. Clairement, c'est sûr, c'est sûr. Parce que tu es constamment jugé. Tu n'es pas là parce que tu es bonne, tu es là parce que tu as le nom de famille qui vient avec. Oui, hein, c'est Fait intéressant, que, ça. de te battre puis de faire ta place, je l'ai appris à la dure. Ouais. Mais c'est ce qui forge un peu le caractère, puis de ne pas te laisser non plus marcher sur les pieds à dire... Je vais vous prouver que Ah ouais. je suis pas là juste parce Ben, que... c'est un peu dans ma mentalité aussi. Là. Moi, Ok. je prends rarement des noms pour acquis. Tu sais, quelqu'un qui me dit non, je vais pousser, puis Ouais. c'est très rare que c'est pas faisable. Fait que je continue, puis c'est ce qui fait aussi où ce que je suis aujourd'hui. Mais quand quelqu'un me dit « Ah, t'es là parce que t'es la fille du boss. Ah ouais, OK. OK, je comprends. Ça amène le gros challenge en Regarde-moi toi. bien aller. » Mais justement, tu parles de ça. Est-ce que ça a amené une pression? Parce que moi, je sais que je serais du genre à OK, regarde, mon père, il a fait ça. Check-moi bien faire ça. Genre, moi, c'est dans mon. Genre, c'est Ouais, je mon comprends ce que tu veux attitude, c'est ma mentalité d'être très compétitif, très sportif. Ben, on est ultra compétitifs. OK. Même moi puis mon frère, là, même ma soeur aussi, on est une famille compétitive. Là. On joue, tu sais. Faut faire attention parce que des fois, juste dans un souper de famille, on veut jouer à quelque chose, puis des fois, ça vire mal parce OK, que ouais, je comprends. tout le monde veut gagner. Mais par contre, ça, je lève mon chapeau à mes parents de la façon qu'ils nous ont élevés puis qu'ils nous ont amenés dans l'entreprise familiale. Il n'y avait pas une compétition. OK. Puis, tu sais, quand je dis je lève mon chapeau, la façon que mes parents ont été avec nous, tu sais, à l'âge que j'ai, j'aurais pas encore la maturité d'esprit d'agir comme ça envers mes enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, jamais mon père ou ma mère nous disait, ben fais ça. OK. Tu devrais faire ça, sinon fais pas ça, tu vas te planter. Tu sais, c'était comme, tu veux faire ça, ben fais-le. Puis c'est sûr qu'ils savaient derrière qu'on allait se planter. Ouais. Mais ils savaient qu'on allait apprendre de ça. Puis c'est là l'intelligence. Ouais. Quand tu apprends, ben, tu ne commettras pas 2 fois la même erreur. Fait que de nous avoir amenés dans cette éducation-là, n'a pas amené l'esprit de compétition par rapport à vouloir être meilleur que mon frère ou vouloir être meilleur que mon père. Mais est-ce que ça a apporté une pression, par exemple, de performer ou de dire « Mais je veux graduer, moi, dans l'entreprise familiale, tu sais. Moi, je veux... Tu sais, ton but, si ton but, c'est de reprendre, ça veut dire « Hey, je vous monte les échelons, mais c'est pour aller au top. » Oui. Ben non, parce que je pense que c'était déjà clair dans la vision de mes parents que c'est moi et mon frère qui allait reprendre. Fait que il n'y avait pas cet esprit-là. Par contre, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, encore une fois, de mes parents, puis d'avoir vu aussi d'autres entreprises familiales. Il y a beaucoup d'entreprises familiales que tu rentres puis tu es quasiment déjà à la tête dans les postes de direction. Ce que mes parents ont fait, nous, c'était de nous faire commencer
des postes de journaliers dans l'usine. Là. Je comprends. Fait que nos étés étudiants, là, on les trouvait pas le fun. Là. On était dans l'usine, puis mon père, tu sais, je me rappelle encore des fois, c'était difficile parce que mes amis, exemple au cégep ou université, ben, avaient des quarts de travail peut-être plus comme de soir. Ouais. Fait qu'ils travaillaient, puis après, on sortait, puis on avait notre fun d'adolescence. Ouais. Mais moi, à 7 heures, il fallait que je sois à l'usine. Là. Ah ben oui, c'est vrai. Eux, ils dormaient. Avec, il y avait comme le quart de soir, mais moi, j'avais le quart le matin. Fait que c'était difficile, mais mon père était comme, tu vas avoir du fun, mais tu vas rentrer travailler. Ouais. Ben ça a dû mettre une éthique de travail vraiment parfaite, là, quasiment, de dire comme... Parce que c'est mon père, le boss, fait qu'il va pas dire, je peux pas caler malade. Non, là. non, on n'avait aucun droit à ça. Puis encore aujourd'hui, je vois cette rigidité-là envers mes enfants. Ah ouais, hein? Tu sais, un matin, genre, ça se lève puis ça tousse, puis comme n'importe quel enfant, ah, maman, non. T'es pas en train de vomir, tu fais pas de fièvre, t'es capable de fonctionner, tu vas à l'école. Ouais. Si là, ça va pas, tu m'appelles, mais tu vas à l'école, tu sais. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a été élevés, mais je pense qu'aussi ça nous forge avoir une éthique de travail. Mais... Ben, l'éthique de travail, mais aussi de pas, pas dès qu'il y a une faiblesse, de se dire ah, mais je vais rester à la maison ou ah, ça me tente pas, je le ferai pas, mais c'est pas ça la réalité. Puis, en entreprise, il y a tout le temps des choses qui nous intéressent moins, qu'on a moins envie de faire, puis que souvent on repousse, mais il va falloir que tu les fasses quand même. Oui. Puis, mais justement, ça, tu n'as jamais connu le problème de fuck, faut que je me trouve une job cet été. Genre, tu sais, t'as jamais. Parce que moi, je me souviens de dire, tu sais, moi, j'habite à Saint-Denis, mais quand j'étais jeune, tu sais, c'est loin de tout, t'as pas de char, tu te dis, bon, c'est où je vais travailler cet été. Non, là, tu te dis, bon, ben, il y a 4 jobs, il y a 4 entreprises à Saint-Denis. Quelle je choisis, j'espère être pris. Tu n'as jamais connu ça, d'aller porter des CV. Non, puis ça a été un peu l'ironie. Parce que dans mes premières années à temps plein, on venait de faire l'acquisition d'un compétiteur, puis il y avait personne. En fait, on n'avait même pas de département de ressources humaines à l'époque. Puis il fallait embaucher 100 personnes en un été. Oh shit. Fait que là, ils m'ont dit, Nadia, va t'occuper du recrutement. OK. Fait que OK, mais je pose quoi comme question d'entrevue? Là, il était comme, mais voyons, mais je sais pas, j'ai jamais fait d'entrevue de ma. Oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai, ça. Ça n'a pas été l'autre côté. J'ai aucune idée, genre, c'est quoi les questions qu'on pose? Puis, fais juste me coacher, là. Mais tu sais, j'apprends vite, fait que il n'y a rien de sorcier là-dedans, mais tu sais, ça l'a amené de l'autre côté de j'ai jamais passé une entrevue de ma vie, comment je... Ah, mais c'est vrai, c'est drôle, ça. C'est quand même vraiment intéressant. OK, ben là, on a fait pas mal le tour de l'entreprise familiale. Je voulais en parler, justement, mais je voulais surtout qu'on parle de ton cheminement. Parce que dans le fond, tu sais, l'entreprise familiale était toujours là, une bonne majorité du temps, steady, on va dire. Mais tu sais, il s'est passé d'autres choses dans ta vie. Tu es allé faire des études, tu as eu des échecs, tu as eu des trucs, n'importe où dans ta vie. Donc, tu me dis que tu es rentré en admin au cégep. Oui. Ça, on va starter là. Comment tu as trouvé ça? Parce que, exemple, que tu es un jeune, tu écoutes ça. Exactement. Mais comment ce programme-là t'a aidé? Est-ce que tu trouvais que c'était le bon programme pour qu'est-ce que tu voulais faire? Pour de vrai, le cégep, j'ai trouvé ça une grosse perte de temps. Ah ouais? Ouais. Genre comme une obligation plus qu'autre chose? Oui. Un prérequis pour arriver à l'université, mais tu sais, les cours, l'ambiance aussi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent, puis genre qu'eux-mêmes sont au cégep sans savoir ce qu'ils veulent faire comme profession. Fait que les gens tournent en rond, puis sans dénigrer, moi j'étais au cégep de Saint-Jean, combien qui étaient, tu sais, qui allaient fumer un joint entre leurs cours. Fait que tu sais, c'était pas vraiment la dynamique, tu sais, moi j'arrivais là, puis OK, je veux passer au next step. Fait que, tu sais, de dormir dans cet environnement-là, j'ai trouvé ça long et pas très lucratif en termes d'apprentissage. OK. Par contre, je comprenais que c'était comme une étape dans le processus scolaire. Puis... Oui. OK. Puis ton poste à l'entreprise familiale, c'était quoi à ce moment-là quand tu es rentré au cégep? Cégep, je pense que... Oui, je reviens dans le passé pas mal. Oui, non, j'essaie de calculer l'âge. Je travaillais encore dans l'usine. OK. Parce que c'est ça, je me demandais. Ouais. Parce que je me demandais, imagine, tu rentres en admin au cégep, mais tu es déjà genre directrice adjointe, genre, ça aurait fait un gros clash. Pendant peut-être 4-5 ans, les étés dans l'usine.
Puis après, peut-être 2 ans, je travaillais dans les bureaux, mais dans le fond, j'aidais le contrôleur financier. OK. Fait Je que comprends. faire des conciliations bancaires. La paperasse. Ouais, c'est ça. OK. Fait que plus clérical, mais comptabilité. OK. 2 ans ça. Ensuite, Attends, mais va pas trop vite Ouais. parce que je veux y aller avec les étapes de ta vie puis tes postes. Donc, après ça, tu es allé au HEC direct? Ouais. Quel programme spécifiquement? profil entrepreneurship. OK. Pas un programme très connu parce Oui, que. c'est ça, je ne savais même pas. Moi, j'ai regardé tes affaires puis j'avais vu ça puis j'étais là, ça existe, ça? Oui, non, mais tu sais, beaucoup de gens qui vont au HEC, c'est beaucoup pour les spécialisations comptables, Ouais. finance, marketing. Mais ce profil-là, je crois qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Mais moi, quand je l'ai fait, c'est sur la grosseur de notre année de finissant. Je n'ai aucune idée combien qu'on était, là, mais une couple de centaines. OK. On était, je pense, 18 dans le profil entrepreneurship. Oh shit, OK, ouais, vraiment pas beaucoup. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi les cours? C'est intéressant parce que, tu sais... Ben, beaucoup. En fait, c'était beaucoup des cours de management. OK. Mais essentiellement, le profil en soi, il fallait que tu montes un plan d'affaires. OK. Fait que si tu étais en start-up, tu montais ton plan d'affaires de ton démarrage d'entreprise. Puis moi, comme j'étais en contexte de relève familiale, il fallait que je prenne un projet qui pourrait avoir lieu dans l'entreprise, mais qui n'était pas déjà commencé. OK. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait comme plan d'affaires, fabriquait dans le fond, on était manufacturier, on faisait des armoires de cuisine pour les grandes surfaces. Et dans les années que j'étais à HEC, une grosse partie de notre volume d'affaires était des contracteurs américains. OK. Fait que beaucoup aux États-Unis. Fait que toute mon étude de projet de plan d'affaires, ça a été d'ouvrir une usine aux États-Unis. OK. Fait que ça a été super intéressant de vraiment décortiquer parce que le plan d'affaires, il faut que tu fasses les 5 fonctions de l'entreprise. Comprendre, OK, au niveau opération, si on va ouvrir une usine, quel centre d'usinage on a de besoin, quel personnel on va avoir de besoin, des journaliers, des opérateurs, combien qu'on a de besoin, le modèle financier, supporter l'achat d'équipement, la location, l'embauche et tout. Fait que tout faire ça de A à Z, ça a été super bien dans le sens que je suis arrivée dans l'entreprise à temps plein puis j'avais déjà une bonne vision sur les différentes fonctions de l'entreprise. Tu sais, il avait fallu que je détaille les chiffres, que je comprenne c'était quoi les prérequis au niveau de l'embauche, c'est quoi le profil type d'employé. Fait que ça m'a vraiment familiarisée avec tout. Ben, c'est tellement cool. Tu sais, eux qui étaient en start-up, est-ce que quand ils créent leur start-up, ben, leur plan d'affaires start-up, est-ce que la majorité du temps, ils partaient de cette entreprise-là après? Oui. OK. La plupart ont parti leur entreprise. Certains, ça a fonctionné, d'autres non, mais c'est vraiment cool parce qu'encore aujourd'hui, j'ai gradué à HEC en 2006, fait que ça va faire 15 ans. Il y en a qui fonctionnent encore avec leur projet. Ça, c'est vraiment Ce qui est fresh. intéressant à la fin du programme, un peu comme dans le contexte des dragons, tu pitches ton plan d'affaires. OK. Genre, c'est comment ça marche? Il y avait toutes sortes. Tu avais des avocats, des gens d'affaires, puis eux, c'est correct aussi. Là, la méthodologie derrière, c'était un peu de nous, entre guillemets, planter. Ouais. Fait que, mais c'était un gros coup de réveil là, pour ceux qui, dans leur projet de start-up, c'est correct, mais des fois, il y en a qui idéalisent leur modèle sans trop comprendre les faiblesses. Puis, ils veulent pas se concentrer sur les faiblesses, mais ça, en étant devant le jury, eux, s'ils pognent une petite virgule qui n'est pas correcte, ils vont la prendre, puis... fait qu'il y en a que ça a été difficile, leur présentation. Ça doit être tellement stressant, là, j'imagine pas. Vraiment. Parce que est-ce que ton cours, est-ce que comme ta note de fin d'année est basée un peu sur ce pitch-là? Bonne question. De mémoire, là, ça fait quand même 15 ans. Aux différentes étapes de ton plan d'affaires que tu montais, tu avais certaines notes, mais tu avais aussi une bonne note attribuée en fonction de ça. OK. C'est quand même vraiment intéressant. Puis c'est drôle qu'ils en parlent. Tu sais, mais j'ai pas vu rien. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de... Parce que, OK, l'école... Peut-être que l'école font pas nécessairement de la publicité, mais tu sais aussi, souvent, il y a des représentants, comme des porte-paroles, mais un peu comme sur le spot. Genre, tu sais, pour faire valoir le profil. C'est ça. Ou telle personne, tu sais, a été en entrepreneurship au HEC, mais j'en ai jamais entendu parler. On pourrait lancer ça.
Bonne idée. C'est vrai, tu devrais devenir la porte-parole. Ouais. Et tu vas faire les vidéos. Ah, j'aimerais, oui, 100%. Genre, à pas être allé au HEC, mais juste faire leurs vidéos. Non, mais c'est une belle école. Puis, tu sais, derrière ce profil-là, je vois toute ben, beaucoup l'université, mais tu sais, le fait d'avoir la rigueur, la structure de pensée, comment bien positionner tes idées quand il faut que tu montes un plan d'affaires ou n'importe quelle autre demande, là, ça a été un gros atout de ce côté-là. C'est sûr. Ça dure combien de temps, ce programme-là? Dans le fond, HEC, tu as 2 ans de généralité. Fait que 2 ans que tu fais tout, comptabilité, finance, marketing, informatique, gestion des opérations. Puis ta dernière année, c'est ton année de spécialisation, donc 1 an. OK. Ah, ben c'est intéressant. Puis, à ce moment-là, quand tu as fini la HEC, tu étais rendu où? Quel poste que tu étais dans l'entreprise familiale? En fait, quand j'ai gradué HEC, je m'en allais vers les finances, travailler avec le contrôleur avec qui je travaillais durant les étés. Et le parcours est quand même drôle. Quelques semaines, ou je dirais même quelques jours, là, ça a été vraiment rapide. Entre le temps que je suis arrivée à temps plein, j'ai peut-être fait 5 jours aux finances. Et là, la personne qui était en charge de la gestion de tout ce qui est planification est tombée subitement malade, puis elle a quitté OK. pour sa guérison. Et là, je me rappelle, le VP Opération de l'époque, il m'appelle et dit « Nadia, la planificatrice est malade, mais là, on a comme besoin de toi. » Sure. C'est vraiment en effectuant plein de postes que tu apprends puis que tu comprends encore mieux ta business. Ouais. Souvent, je rencontre des relèves, puis eux, ils veulent aller à la tête de l'entreprise, mais y aller trop vite, tu ne comprendras pas après dans ton processus décisionnel. Fait que c'est de là que ça devient super important. Fait que j'ai fait 1 an la planification. Et là, ce qui était difficile, on revient encore à t'es là parce que t'es la fille du boss. Oui. Mais là, j'avais plus la personne pour me former sur comment effectuer les tâches. OK, ouais. Fait que là, il fallait que je me débrouille toute seule à comprendre comment faire de la planification. Puis à l'époque, on n'avait pas d'outils de travail. T'sais, malgré que notre système générait des cédules de production. Donc, il disait sur les lignes, ben, tu vas faire la cuisine 1, après la 2, puis après la 3. Ouais. Les gens ne respectaient pas ça. Ah. Si la 3 était rendue sur les convoyeurs, ben, c'était plus facile de faire la 3 avant d'aller rechercher la 1. Ouais. Fait que, de tout mettre ça en place, j'ai travaillé beaucoup avec la personne qui était en charge de l'informatique pour développer des outils. Fait que ça a été super le fun à apprendre, puis aussi apprendre l'équipe. Fait qu'on a travaillé pendant 1 an là-dessus. Puis une fois que les outils étaient en place, là, ça devenait comme un travail plus quotidien. Ouais. Puis j'avais envie d'apprendre autre chose. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un qui s'est joint à l'équipe, je l'ai comme un peu montré les rouages, mais c'est encore aujourd'hui. Ce que c'était versus ce que c'est aujourd'hui, c'est tellement autre chose. Ouais. Puis je suis allée aux finances. OK. Fait que là, t'es passé aux finances, t'es resté là combien de temps à peu près? 2-3 ans à travailler en fait en collaboration avec le contrôleur. Là, c'est tout le volet gestion, relation avec les banquiers. Exemple, là, on faisait nos états financiers mensuels, ben de donner une espèce de rapport avec des explications qui justifiaient les chiffres. Fait que ça aussi, ça a été des bons apprentissages parce que le domaine banquier étant encore une fois masculin. Ouais. Là, j'ai recommencé à essayer de faire ma place, mais dans un autre type de professionnel. Fait que là, j'ai fait ça pendant peut-être 2-3 ans. Après est arrivé le déménagement à Bromont. Ouais. Donc, on a une amie. C'est Fait qu'on est passé, en fait, essentiellement à cause d'une grosse croissance. On avait 4 usines, donc 2 à Saint-Jean sur Richelieu, une à Montjoly, puis une à Cookshire, qui est en Estrie, passé Sherbrooke. Puis il fallait doubler notre superficie d'entreposage, fait que là, on n'avait pas de place. La seule usine qu'on a trouvée à ce moment-là qui répondait aux critères, là, notamment en ce qui a trait à la hauteur, était celle de Bromont. Fait qu'on a déménagé 3 des 4 usines à Bromont pour avoir, dans le fond, essentiellement l'usine de Bromont puis celle de Montjoly qui est dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que vous avez toutes pris vos 3 usines puis vous les avez mis dans un endroit. Ça a été quelque chose. Ça Parce que tu te dis, genre, c'est un déménagement, comme une maison. Tu mets des boîtes, puis tu ships ça. Tu arrives là-bas, puis tu défais les boîtes. Mais non. C'est la machinerie, malgré que ça reste
très complexe. Mais tu sais, des fois, juste avec le transport, la vibration, les vis se désajustent. Fait que là, quand tu arrives pour partir, tu sais, nous, le premier déménagement, on avait comme synchronisé ça à travers les vacances de la construction pour avoir le moins d'impact possible sur la production. Ça n'a jamais reparti. Non, mais c'est sûr. Tabarouette. Ça a été... Tout devait être déréglé. c'était le bordel. Tu sais, normalement, on avait 4 semaines de délai de production entre le temps qu'on recevait la commande puis le temps qu'on l'expédiait. Et ça, 4 semaines, c'était-tu dans la norme ou c'était rapide? Ou... Okay. Non, mais c'est la norme du marché. Puis on est passé de 4 à 12, même 16 semaines. OK. Fait que là, ça amenait des problématiques au niveau du service à la clientèle. Puis là, les machines, il fallait qu'ils repartent. Tout est arrivé en même temps. Tu sais, l'histoire, malgré sa fin malheureuse, mais tu sais, quand tu regardes ça avec du recul, elle a été tellement enrichissante au niveau des apprentissages. C'est clair, c'est clair. Puis tu sais, aujourd'hui, autant que c'est difficile d'avoir perdu ce gros volet-là, autant pour la famille que pour moi, tu regardes ça puis tu te dis, tu sais, j'ai 36 ans, j'ai vécu une croissance phénoménale. Tu sais, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on était 150, 200. Dans notre pic, on est monté à tout près de 1000. Ah ouais, c'est fou ça. 1000 employés, tu sais, toute la gestion qui vient à travers ça. Fait que la croissance, la décroissance, gestion de crise pour avoir vécu... c'est fou, tu as connu quelque chose que... De ce contrat-là, fait que... C'est fou. Tu as vécu quelque chose que comme, si on mettrait 5 entrepreneurs dans la pièce, peut-être un qui a vécu une grosse croissance, quelqu'un a peut-être vécu une faillite, puis là, tu as comme tout vécu, genre... Tout en même temps. Tout en même temps, c'est fou. Fait que t'es prête, genre n'importe quoi qui arrive, tu es là, comment j'ai déjà vécu ça? Ben c'est dur de faire cette rétrospection-là parce que tu brouilles du noir. Puis ça a été des moments difficiles autant pour moi que la famille de vivre à travers tout ça. Mais avec le recul, tu te dis, tu sais, j'ai 36 ans puis j'ai vécu tout ça quand peut-être même la plupart des entrepreneurs à leur fin de carrière vont avoir vécu 1 ou 2 items. Moi, je les ai tous eus, tu sais. Fait que de vivre ça, ben ça, c'est des beaux apprentissages, puis ça ramène les choses aussi en perspective, tu sais. Clairement, clairement. Puis, parce que moi, je me mets un peu à ta place, puis je regarde cette croissance fulgurante-là que vous engagez, tu sais, à 150 employés, 200 employés, 300 abonnés par année. Dans les dernières années, c'était 300 personnes par année. C'est fou, ça, tu sais. Puis, il y a des gens qui vont jamais avoir 300 employés dans leur vie, puis, c'est par année, 300. Mais, tu sais, ça, moi, j'aurais vite perdu, pas la carte avec la réalité, mais tu te dis, OK, mais c'est facile, dans le fond, là. Tu runs une business, puis pow, à coup de 300, tu t'es comme, mais ça monte tellement vite, puis après ça, tu te fais frapper tellement fort, là. En soi, c'est facile, tu sais. Ça reste que tu l'appliques. Mais nous, ce qui était important pour nous, au travers de ça, c'était de garder l'esprit familial. Ah, ben oui, c'est sûr. Parce qu'on a toujours été une entreprise familiale, puis on voulait rester une entreprise familiale. Fait que pas parce qu'on était 1000 que si tu avais quelque chose à adresser avec qui que ce soit, tu pouvais pas. Notre porte était toujours ouverte. Puis de garder l'esprit familial, l'esprit d'équipe, je pense, au travers de toute cette expérience-là, ça a été mon plus bel accomplissement. Mais c'est sûr. On l'a vécu, ne serait-ce qu'avec la faillite. Puis c'est normal, n'importe qui, quand le bateau se met à couler, littéralement, dans le sens du terme, c'est pas qu'il est shaky, il coule. Il coule, oui. La plupart des gens veulent, pensent à eux, puis c'est tout à fait légitime. Bon, je vais me retrouver un autre emploi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis, la plupart de nos joueurs clés, puis les joueurs de l'entreprise, sont restés avec nous jusqu'à la fin. Fait que même la culture d'entreprise était même là jusque dans les pires moments. Jusqu'au dernier respire. Parce que les gens étaient là, puis ils étaient comme, on a bâti ça avec vous, puis on va rester avec vous jusqu'à la fin. C'est fou, ça. Si je pars là, ça ne changera rien, je me trouverai quelque chose. Puis l'histoire a quand même bien terminé à travers ça parce que le gouvernement provincial a supporté les opérations le temps qu'on trouve un nouvel acquéreur. Fait qu'au lieu de fermer puis qu'il n'y ait plus d'opérations, plus d'emplois, on a opéré pendant 3 mois le temps d'avoir des nouveaux actionnaire. Puis je suis curieux, pendant ce 3 mois-là, est-ce que vous êtes sous la protection de la faillite quand même, puis le gouvernement vous aide? Oui, en réalité, jour 1, tu perds contrôle. Fait que là, tu as un syndic qui est nommé auprès des institutions bancaires qui rentrent. Et nous, on est restés pour opérer parce que si on s'en allait, le day-to-day n'aurait pas fonctionné. Ouais. Fait qu'on est resté
en guise de remerciement. On Ouais. était quand même reconnaissant aussi que le gouvernement puisse supporter, mais c'était la moindre des choses de rester pour amener le bébé à terme. Ben ouais. Mais c'est quelque chose parce que là, tu rentres, tu n'es plus boss de ta business, tu peux plus rien décider, ne serait-ce, ça va jusqu'au payable. Ouais. C'est eux qui font la liste des payables selon les liquidités. Fait que tu n'as plus aucun mot à dire. Fait qu'on opérait quand même. Pour moi, ça a été extrêmement difficile ces 3 mois-là parce que j'étais à la tête des ressources humaines. Je vivais personnellement un gros deuil, ne serait-ce que pour moi, ne serait-ce que de voir mon frère, mes parents aussi pris dans ce deuil-là. Mais là, à chaque jour, j'avais des employés qui venaient dans mon bureau pleurer. C'est clair. Ben Parce oui. que là, c'était beaucoup d'incertitudes pour eux. Je devrais-tu me trouver un emploi? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, malgré que le gouvernement supportait les opérations, personne ne savait qui, à la ligne d'arrivée, allait reprendre les opérations. Fait que beaucoup d'incertitudes pour les employés. Puis là, moi j'étais là pour eux. Fait que d'essayer de les supporter au travers de ça, mais aussi ma peine. J'arrivais le soir à la maison complètement claqué, mais Ouais. en pleurs. C'est sûr. En c'est pleurs sûr. parce que c'était beaucoup trop d'émotions à gérer. Fait que T'étais une psychologue, mais en détresse aussi. Fait que t'étais Ouais. comme... Mais il fallait. Puis là, je le sais que j'ai encore des apprentissages à faire parce que pour moi, les employés ont toujours été extrêmement importants. Et j'aurais pu me perdre moi-même, puis Ben oui. tomber en épuisement ou peu importe, à défaut d'être là pour eux. Mais pour moi, c'était important de rester avec eux jusqu'à la fin. Clairement, clairement. Fait que ça veut dire que la culture d'entreprise était là comme dans Ah tes ouais. os, puis Ah pour ouais. tout le monde était tellement Dans le importante. tapis. Dans le tapis. C'est fou, ça. Mais Puis, c'est un bel accomplissement après. Puis encore aujourd'hui, j'ai des employés. Ça fait 1 an que je suis plus à l'entreprise. Il y en a qui ont continué. Mais encore aujourd'hui, j'ai des nouvelles de l'équipe. S'il y en a Ouais. qui sont rendus ailleurs, il y en a qui sont là. Peu importe, C'est cool, d'avoir ça. encore cet esprit familial-là qui reste malgré tout. mais c'est fou, je me demande, tu sais, si vous êtes... Comment une entreprise, ben je m'en doute un peu, mais pour les gens qui comprennent un peu moins ça, comment tu peux avoir une compagnie qui est jusqu'à 1000 employés à ne dire je suis plus capable de payer nos costs puis nos expenses? Comment ça peut arriver? Ben, d'une multitude de façons. Nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans la même année, on a signé 2 contrats majeurs. Fait qu'essentiellement, notre marché était les grandes surfaces canadiennes, donc Home Depot Canada, par exemple. Dans la même année, on a signé IKEA OK. et Home Depot US. OK. Fait que dans la même année, 2 contrats majeurs qui faisaient en sorte que l'entreprise elle allait quintupler un plan C'est à sûr. terme, mais on ne Ouais. s'est pas rendu là. Et avec un de ces 2 joueurs-là, on avait un contrat quand même en béton. Parce OK. qu'il y en a qui ne savent pas les rouages derrière ça, puis sont comme, mais vous avez tous mis vos œufs dans le même panier. Non, parce que le contrat était quand même béton, de sorte à ce qu'il y avait un volume préétabli qu'ils devaient commander. Puis s'ils ne commandaient pas le volume, ils nous payaient la marge qu'on aurait dû faire. Fait que, essentiellement, on ne pouvait pas perdre avec ce contrat-là. Ce contrat-là, nous, pour le réaliser, il a fallu investir au-dessus de 50 millions en équipement, embaucher le personnel, le former, et tout ce qui est matières premières, parce qu'il y avait beaucoup de matières premières qui devaient venir de l'Europe. OK. Donc, il fallait stocker. C'est pas quelque chose que tu peux avoir next day delivery. Fait que Ouais. il fallait stocker quelque chose comme près de 3 mois en inventaire de matières premières. Fait que beaucoup de coûts. Et bref, au début, le contrat, pour une raison d'ingénierie, a dû tout été revu. À ce moment-là, ils nous ont compensé financièrement. OK. Mais suite à ça, ça l'a jamais reparti. OK. Et là, il y avait tellement des gros enjeux que ils voulaient revoir à la baisse le contrat, mais là... Mais pourquoi ça n'a jamais reparti? C'est eux, ils n'ont pas passé la commande qu'il fallait qu'ils passent? Non, Ou... ben, je pense que c'est un amalgame de différentes choses. On le saura jamais, mais Ouais. je pense que la conjoncture économique mêlée à ça avec les défauts qu'il y avait eu avant de revoir l'ingénierie du meuble, plein de choses qui ont fait en sorte que les ventes n'étaient pas là. OK. Fait qu'ils ne pouvaient pas nous promettre ça. Puis pour eux, ça avait des gros coûts financiers de oui. supporter le volume établi quand les ventes n'étaient pas là. Je pense qu'il y a aussi de ça dans l'équation. Probablement que leur prévision de vente était trop haute versus ce qui en était. Fait que c'est venu dénaturer les chiffres.
Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas pu supporter le contrat. Fait qu'il a fallu mettre fin. Mais tu sais, comme quand j'expliquais aux employés le processus, parce que ça aussi, c'est drôle parce que la loi au Québec est faite que c'est la loi de l'insolvabilité, de la faillite. OK. Donc, la faillite, c'est quand tu mets la clé dans la porte puis il n'y a plus rien qui se passe. L'insolvabilité était notre cas. Fait que le gouvernement nous a supportés à travers les 3 mois pour trouver un nouvel acquéreur. Fait que les contrats demeuraient, ceux qui étaient en place, et les employés avaient encore un emploi. Mais dès que tu dis la loi de l'insolvabilité, de la faillite, tout ce que les gens retiennent, c'est faillite. Ouais. Fait que t'as beau essayer de leur expliquer, mais eux, ils sont en faillite, c'est fini. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire qu'au niveau de l'insolvabilité, c'est quoi la question? Pourquoi je suis arrivée là? Ben moi, j'ai déjà ma prochaine question, mais dans le fond, tu étais en train d'expliquer qu'est-ce que tu expliquais aux gens qui venaient, puis tu leur expliquais. Oui, mais il y avait un point, je me rappelle plus pourquoi je voulais aller là. Mais de dire ça, les gens arrêtaient complètement. Puis c'était le contrat. OK, oui. Fait que il y avait. C'est l'exemple que je donnais aux employés. Tu sais, si, exemple, tu prends un contrat de location pour une voiture, puis pour une raison X, tu as un accident de voiture, que ta voiture ne fonctionne plus. Mais tu vas être quand même pris à payer les mensualités auxquelles tu t'es engagé. T'sais, oui, exclut le volet assurance, mais reste que tu n'as plus le bien, mais il faut quand même que tu continues à payer. Fait que c'était un peu notre cas. On avait de la machinerie pour supporter, mais le contrat n'était plus là. Mais là, les frais en lien avec l'équipement, en lien avec la bâtisse qu'on avait louée, tout ça était là. Fait qu'à un moment donné, on avait beau essayer de supporter, mais le déficit de cette unité d'affaires-là grugeait le profit des autres unités d'affaires. Fait qu'il n'y avait plus d'argent qui se faisait nulle part, c'était tout le temps à la perte. À la perte. Puis, on est une compagnie familiale, c'est pas une compagnie publique en bourse avec des moyens illimités. Fait que il a fallu qu'on se rende à l'évidence. C'est quand même fou, ça. Fait que dans le fond, tu sais, ça, c'est la leçon que moi je tire de cette histoire-là, c'est faire attention aux gros steps. Tu sais, vas-y peut-être plus sur le long terme que de dire, ben tu sais, c'est déjà du long terme, là, mais tu sais, de dire, OK, ouais, les deux en même temps, on va peut-être juste en prendre un. Quitte à dire, genre, OK, ouais, on aurait peut-être pu prendre les deux, mais j'aimerais mieux d'en prendre un pour être sûr que... Mais tu sais, la vie est tellement mais c'est ça, tu sais. Parce que si eux avaient respecté le contrat, on aurait pu assumer. Ouais. Fait que oui, peut-être prendre les étapes. Est-ce que prendre tout ça d'emblée d'un coup était trop optimiste? Probablement. Mais tu sais, on réussissait à livrer le volume qu'on s'était commis. Mais tu sais, c'est le volet financier. C'est fou, hein? Ouais. Dans le fond, pour résumer ça un peu plus simple, c'est trop de coûts, pas assez de ventes. C'est tout le temps ça, la grosse ligne. C'est un des apprentissages qu'on a. Je crois à certains stades dans l'entreprise, des fois, tu peux vendre des actions pour aller chercher un peu de capital. Un peu de capital, puis de réinvestir. Est-ce qu'on aurait dû faire ça avant? Peut-être ça nous l'aurait permis, mais tu sais, à un moment donné, tu arrives dans un processus que, tu sais, là, exemple, le déficit commence à se créer, mais là, c'est pas le temps d'aller vendre des actions parce que les actions valent rien. Pas cher, ouais, c'est ça. Fait que, tout est une question de timing, puis de savoir à quand le bon moment. Est-ce qu'il y a un bon moment malgré tout, tu sais? Ouais, j'avoue que c'est dur, surtout que ça doit se passer tellement vite, là. Tu commences à perdre de l'argent, mais les coûts rentrent exponentiellement. Puis après ça... Puis tout ça, c'est passé à une vitesse grand V. Là. Exact, c'est sûr. Si je te résume ça, mais en 3 ans, on a été les straps à côté. Puis tu sais, c'était pas « faut embaucher une personne ». OK, tu sais, dans la même semaine, il fallait embaucher 30 personnes. Il fallait mettre en place le financement. Il fallait commander une nouvelle machine pendant qu'on installait l'autre. Il fallait former. Il fallait installer... On changeait notre système informatique. Là, le service à la clientèle qu'il fallait supporter. Tu sais, les défis, là, c'était drôle parce qu'on avait des gens qui nous accompagnaient au travers de cette croissance-là. Puis quand ils arrivaient, ils venaient une fois par mois environ. Ces gens-là, c'est sûrement que ce soit des consultants? Oui, bien aussi, là, qui étaient aussi partenaires avec nous dans la croissance. Puis ils venaient une fois par mois. Puis c'est juste le recap de ce qui s'est passé en 1 mois. Il était comme, tabarouette. Il dit, dans toutes les entreprises, normalement, tout ce que vous me dites se passe en 1 an. Oui, c'est ça. vous avez tout fait ça en 1 mois. OK. Ouais. Fait que tu sais, ça roulait, mais tu sais, les employés, je pense que c'était la plus grosse force de l'entreprise. Les employés étaient dévoués, dédiés. Tu sais, c'était comme si c'était leur entreprise. Ça, c'est rare, ça, en plus. Oui.
mais c'est ce qu'on avait. Fait que, tu sais, les projets avançaient, tout le monde prenait... Tu sais, c'était comme tous des mini-entrepreneurs, puis chaque département était mené par des gens qui avaient à cœur l'entreprise. Fait que, tu sais, tu avances tellement vite. Puis c'est ce que j'ai compris à travers tout ça, tu sais, la force de l'équipe. Puis souvent, les gens sous-estiment un peu le point de vue RH. Clairement, oui. Tu sais, qui ne veulent pas tant investir ou, tu sais, ne serait-ce on parle beaucoup de marque employeur parce que moi, je vois la finalité derrière ça. Puis de là est né Aura. Mais quand tu as une marque employeur forte, là, les portes, tu vas toutes les tasser. Ouais. Tu sais, quand tu n'as pas l'équipe en place et que tu es tout seul à pagayer, là, tu vas pagayer tout seul longtemps. Ouais. Mais quand tu as l'équipe avec toi qui pousse, il n'y en a pas de limite. Là. Vraiment. Mais ça, les gens, ils comprennent. Puis c'est difficile tant que tu ne l'as pas vécu, que tu n'as pas vu l'ampleur de tout ce que ça peut générer. C'est magique. Mais c'est fou, tu dis ça parce que ça tombe dans un bon timing en plus, parce que nous, en ce moment, chez HXN, c'est fois divisé par 1 million. Là, mais c'est la même chose, tu sais, de dire, OK, là, on a un volume plus élevé de vidéos. OK, on est deux, là, il faut être plus. Ouais. Mais là, la personne, qui? Parce que, tu sais, genre, oui, engager 150 employés, mais si c'est 150 employés qui sont sur une ligne de montage, est peut-être plus facile qu'engager 10 personnes créatives, qu'il faut qu'ils fassent un de quoi, qu'ils soient full imaginatifs, créatifs, puis tout ça. Ça prend les compétences. Ouais. Mais ce qui est important aussi, puis je pense que c'est un des meilleurs trucs que je pourrais te donner de mon apprentissage en ressources humaines, c'est que trop souvent, tu embauches pour les compétences. Ouais. Mais tu n'embauches pas pour le fit avec ton entreprise. Puis c'est le fit par rapport à tes valeurs, ta vision, tes ambitions qui va faire en sorte que ça va être un succès. Ouais. Parce que t'as beau avoir toutes les compétences, si tu n'as pas les mêmes valeurs, vous n'allez pas ramer dans la même direction. C'est ça. Prends quelqu'un avec le même fit, puis à la limite, qui n'a peut-être pas toutes les compétences, mais des compétences tout dépendant. C'est quoi? Il y en a plusieurs qui s'acquièrent si tu fais certaines formations. Mais là, c'est fou, là. Parce que vous allez ramer dans la même direction. Puis 100 fois plus vite, là. Oui, puis quelqu'un qui croit en ce que tu veux faire. Tu sais, ça ne sera pas quelqu'un de pessimiste par rapport à ce que tu veux mettre en place, qui va adhérer. Puis c'est ça qui est le fun, puis qui est tellement, motivant aussi à l'interne, mais qui va générer beaucoup plus de résultats. Là. C'est sûr. Puis venez travailler à quelque part que, tu sais, oui, tu peux être le patron, mais que tu vois personne avoir du plaisir, ça ne te donne pas de plaisir. Là. Tu travailles à une place puis tu vois que personne n'a du plaisir. Non. Comment tu peux, genre, enjoy un peu ton entreprise? On passe tellement de temps sur les lieux. Au travail, parce que là, depuis le COVID, il n'y a plus tant de lieux, mais on passe tellement de temps à travailler qu'il faut que tu aies du fun. Vraiment, tu veux que tes employés se lèvent le matin et qu'ils aient le goût de venir travailler. Et s'il n'y a pas le goût de venir travailler, reste chez toi. Non, parce que tu n'es pas efficace, tu n'as pas de fun. Puis tous les gens autour de toi aussi, il semble qu'il n'y a pas de plaisir. Là. Non. C'est fou, ouais. Tout est relié vraiment à l'humain, là, dans le fond. Ben, n'importe où, n'importe quelle compagnie, n'importe 100%. où. Ouais. C'est fou les différences par rapport aux deux. Puis, on a embauché aussi dans notre expérience des gens ultra compétents. Là. Mais après 1 an ou 2, oui, ils nous avaient amenés à un stade, mais il y avait des lacunes parce qu'ils n'adhéraient pas, ils n'embarquaient pas autant que les autres. Fait que les autres disaient, ouais, mais il ne suit pas. Moi, je me dévoue, puis lui, ben, il fait le strict minimum. Fait que, ça l'amène aussi à l'interne des problématiques. Fait que d'avoir cet effet-là est tellement important. 100%, je suis complètement d'accord. Et, je peux te donner un autre truc qu'un entrepreneur avait donné à moi puis mon frère dans une rencontre, surtout dans un contexte de croissance. Exemple, on se questionnait entre le poste qu'on avait de besoin jour 1 selon la taille qu'on était à ce stade-là. Ouais. Mais on savait que dans 1 an et tout, on s'en allait dans une autre direction, une autre grosseur de compagnie. Ouais. Mais tu sais, ça aussi implique souvent quelqu'un de plus d'expérience, avec un plus grand salaire, naturellement. Puis cette personne-là nous avait dit, entoure-toi des gens avec où tu veux t'en aller et non actuellement. Oui, j'avoue que c'est... Puis tu sais, des fois, tu regardes au niveau salaire, puis tu es comme, hey, c'est 10-20 000 de plus. Mais ça va faire toute la différence pour le futur parce que lui, il va être capable d'amener l'entreprise où ce que tu veux l'amener versus l'autre qui est au même stade que toi. Oui, c'est ça. Puis souvent, tu sais, son salaire peut être remboursé. Ben, je sais pas, ça dépend quel produit, mais en une commande, en 2 commandes, tu sais. Ah oui.
Ben, tout dépendant Ça dépend des des produits que tu vends, bénéfices. mais Ou... ouais, c'est ça. mais oui, 100%. C'est quand même c'est vraiment intéressant. Je suis comme, j'essaie de tout. T'assimiler. J'assimile ça, mais je vais sûrement assimiler dans mon char après le podcast. Là. Mais à la fin, quand ça allait super bien, le poste que tu avais, le titre, c'était quoi? VP, RH et administration. OK. Parce que sous moi, j'avais les RH, j'avais tout ce qui est l'informatique et service à clientèle. OK. Puis si on retourne là, si on va dans tes souliers pour une journée, ça peut ressembler à quoi? Si on te suit, là, qu'est-ce qu'on fait? À ce stade-là, Ouais, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? j'avais honnêtement jamais d'horaire. Ça variait tellement selon, une semaine, ça pouvait être, OK, on a vraiment une problématique au niveau du recrutement, il faut générer plus de CV. Fait que là, on se mettait à brainstormer avec l'équipe RH sur comment. L'autre semaine, on était en implantation, fait que il fallait choisir notre système ERP. Fait que là, d'aller en appel d'offres, puis de bien cibler avec notre directeur informatique, c'était quoi les besoins. Tandis que là, à 4 heures, le directeur du service à la clientèle venait me voir qu'on avait comme une plainte client à cause d'un délai de livraison ou peu importe ce qui pouvait arriver. Fait que, c'était jamais pareil. Ce qui était difficile dans mon rôle, c'était autant d'éteindre des feux, le pompier était typique, mais autant d'essayer de garder. Puis ça, le EB, l'école d'entrepreneurship de Beauce, nous l'a beaucoup amené, mais de prendre toujours un step back, de ne pas être tout le temps dans la forêt, parce que là, tu vois l'arbre, puis tu n'es pas capable de voir, mais de te reculer pour voir la forêt de haut. Fait que de garder un volet stratégie au travers, autant peu importe quelle fonction, pour être capable de prévoir ce qui s'en venait, puis de prévoir les coûts, dans le fond. Fait que c'était autant les deux. OK, fait que dans le fond, ça changeait tout le temps, ça brassait tout bord, tout côté. Pareil. Je comprends. Une rencontre, là, des fois, les clients venaient, les banquiers embaucher, faire des entrevues, parce que tout dépendant le processus que j'avais implanté, tout dépendant des échelons, il fallait aussi des fois que je fasse des entrevues de deuxième niveau, mais sur certains postes, il y a tellement de choses qu'on a mis, tu sais. Autant dans les processus en soi que tu sais, on a beaucoup aussi travaillé l'ambiance de travail, parce que pour nous, c'est important que les employés apprécient leur lieu de travail. Fait que c'est comment faire en sorte que nos employés se sentent bien. Puis tu sais, des fois, c'était juste d'amener une petite touche, mais de l'amener continuellement, tu sais, de pas prendre pour acquis puis de rester sur le statu quo, tu sais. Oui, je comprends. Très intéressant. Ça devait être assez nice comme job. Ça devait être épuisant, parce que ça devait... Mais c'était pas épuisant. Tu sais, c'était quand pas épuisant? tu fais ce que t'aimes, Oui, là... c'est exactement ça, j'allais dire. C'est épuisant pour... Exemple, tu regardes ça sur papier, mais si tu aimes tellement ça puis tu en dévores... L'ironie là-dedans, c'est que j'ai réalisé ça en faisant mon CV. Oui, que tu avais tellement de trucs à mettre, dans le fond. Oui, tu sais, toutes les réalisations, j'ai fait comme, OK, wow, en 3 ans, en 5 ans, on en a-tu accompli des choses? Puis, tu sais, c'est pas moi personnellement, c'est encore l'équipe. Mais, tu sais, de voir tout ce qu'on avait pu accomplir en si peu de temps, c'est des belles réalisations. Quand même assez cool. Mais autant que la fin a fait mal, a fait, excusez mes mots, crissement mal. Oui. Autant que côté apprentissage, c'est... Tu peux pas demander mieux, dans le fond, là. Non. Premièrement, sur l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça, c'est quoi? Tu m'avais déjà parlé de ça, mais je veux que tout le monde sache ça. Là, genre, je comprends pas pourquoi c'est pas plus populaire. C'est déjà plus connu que le programme du HEC d'entrepreneuriat. Mais l'école, je veux que tu parles quel programme que tu as fait, pourquoi tu es allé là, du coût, le coût de ce programme-là. Mais c'est pas un coût. C'est un investissement. Oui, je comprends, mais... Ouais. Puis, en fait, bon, l'école d'entrepreneurship de Beauce a été fondée par Marc Dutil ils célèbrent leurs 10 ans, donc en 2010. Moi, j'ai commencé en 2013, fait que j'étais là à la 7e cohorte. OK. Ils sont rendus déjà à... Attends, une cohorte, ça dure combien de temps? Bien, ça dépend des programmes. Mais moi, mon programme, j'étais la 7e, puis ils sont rendus de mémoire à 19, je crois. OK. Bref. Fait que tu as différents programmes. Tu as le programme, moi, celui que j'ai fait, c'est Élite, qui est pour ceux en poste de direction, avec une charge de comité de direction. Donc, ce programme-là dure 2 ans. La fréquence, c'est
Normalement, je te dirais, puis ça a peut-être changé dernièrement, là, je parle à quand j'y Ouais. étais en 2013. Normalement, les séjours, tu arrives là le mercredi après-midi et tu termines le dimanche. Ouais. Fait que c'est très, très condensé. Les gens pensent qu'on a genre des cours pendant 4 heures. Non, c'est pas une école traditionnelle. Tu commences le matin, des fois, à 6 heures, 7 heures. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il cible tous les aspects de la vie. Donc, tu commences très tôt puis tu finis très tard. Fait OK. que tu reviens chez vous le dimanche, t'es claqué, mais vraiment claqué. Puis ta semaine, elle repart, t'as comme pas Ouais. de break. Fait que c'est quand même assez exigeant. Fait que c'est une semaine aux 2 mois pendant un an. C'est 2 ça. ans. Pour être clair, c'est ça. Fait que c'est du mercredi au dimanche, puis c'est 12 séjours. 12 séjours. OK. Fait que c'est ça. C'est pas une école que tu vas là de 5 mois temps plein. Là. C'est juste un séjour. Ouais. Puis par séjour, pour le programme que moi j'ai fait, tu as tout le temps 2 entrepreneurs, fait que 2 24 heures qui appellent. Puis ce qui est le fun aussi, si les gens veulent aller tester le EB, tu peux t'inscrire à un 24 heures. OK. Fait que tout dépendant de l'entrepreneur ou du sujet que l'entrepreneur va aborder, si c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux aussi aller en tant qu'externe. Puis là, tu vis l'expérience EB parce que tu es jumelé à la cohorte qui est en place. Fait que tu vis 24 heures avec le EB. Fait que ça, c'est le programme Élite. Tu as aussi le programme Émergence. Lui, les séjours sont un peu plus courts. Je crois que c'est comme du jeudi au dimanche sur un an. Puis ça, ce profil-là est vraiment adapté pour ceux qui sont en prévision de prendre la relève de l'entreprise ou dans une entreprise, mais entre 1 et 5 ans de vie. Ouais. Puis tu as aussi le CEED, qui est le camp entrepreneur en devenir. Ça, c'est exceptionnel pour... Moi, je l'ai vécu parce que j'ai enseigné. OK. Fait que c'est comme une semaine de camp de jour, l'été, pour les jeunes. Fait qu'en moyenne, 16 à 18 ans. OK. Ils s'en vont à l'école pendant une semaine. Ils couchent là-bas. Fait qu'ils ont vraiment la même expérience que ce que nous, on vit. Puis c'est tous des sujets pour les stimuler à l'entrepreneurship. OK. Fait que de créer, concevoir, convaincre. C'est tous Ouais. des thèmes qu'ils abordent. Fait qu'ils ont des entrepreneurs avec des expériences à faire selon leur thème. Mm-hmm. Mais c'est super. Là. Moi, j'ai enseigné au CEED pendant 3 ans. L'expérience, puis c'est très demandant pour la personne qui va donner un cours. Ouais. Même David, mon conjoint, enseigne aussi à Élite et Émergence actuellement à l'EB. C'est extrêmement demandant, mais c'est tellement enrichissant. Là. Puis moi, je me suis toujours dit, je viens d'un parcours d'une famille entrepreneuriale. Ouais. J'ai baigné là-dedans, je le sais c'est quoi, mais j'ai eu cette chance-là. Puis il y en a plein qui n'ont pas de parents entrepreneurs. Fait que je me suis dit, si moi, je peux, ne serait-ce que convaincre un jeune que c'est le fun, l'entrepreneuriat, et je vais avoir réussi ma mission. Fait que j'allais là puis j'essayais de travailler avec les jeunes dans l'optique de les ouvrir par rapport à l'entrepreneurship. Puis c'était fabuleux, là, les témoignages que tu en retires parce que c'est des éponges, ils veulent tout savoir. Puis malgré leur jeune âge, les questions qu'ils te posent, là, c'est surprenant à quel point ils sont allumés. Là. Ça, c'est cool, ça. C'est vraiment une belle expérience. Fait que si pour les ados, il y a ça qui s'offre. Fait que dans le fond, ça, je récapitule. Pour les ados qui pensent aimer ça ou qui veulent en savoir plus, c'est ce programme-là? Bien, ça, dans le fond, c'est une semaine. C'est une semaine. Dans le fond, c'est juste... Si tu as fait le CEED 1, Ouais. tu peux faire le CEED 2, mais après le CEED 2, c'est fini. OK. C'est dans le fond, le prochain programme. C'est émergent. Oui, c'est ça. C'est émergence avec un peu plus de vie. Là, c'est pas 18 ans, tu n'arrives pas dans l'émergence à 18 ans, mais... Ouais. mais... Donc, si, exemple, comme moi, on va dire, si je regardais un programme, ça serait plus émergence que moi, je fitterais dedans. Puis quelqu'un qui est dans un poste de direction depuis quelques années ou à une tête d'entreprise. Tête d'entreprise qui a plus de 5 ans, mais là, c'est élite. Élite. OK, cool. Et c'est quoi le coût? Mais le coût, c'est un coût, mais là, tu vas m'expliquer 1 milliard d'affaires que tu peux aller chercher, 1 milliard de subventions, de bourses. Le coût, puis là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, je parle de là, 5 ans. Ouais. Quand j'y étais, c'est 50 000 pour 2 ans. Mais tu sais, là-dedans, il faut que tu prennes en considération que quand tu arrives à l'école, tu es logé, nourri. Tu n'as pas à défrayer pour l'hébergement. Ouais. Ils prennent en charge toute ton alimentation. Fait que, tu sais, enlève ça sur 12 séjours, ça a quand même un coût important. Puis tu manges-tu bien? Oh my God. Mais c'est ça qui est le fun de l'EB.
c'est que le B prenne l'entrepreneur, mais ils veulent pas juste prendre l'entrepreneur puis développer l'entrepreneur. Ouais. Tu sais, ils prennent l'entrepreneur pour développer tous les rouages autour, tu sais, que ce soit la famille, l'entrepreneur en soi, comment c'est important d'avoir une implication sociale dans ta communauté, OK. comment qu'il faut qu'en tant que personne, il faut que tu prennes soin de toi. Ouais. Fait que de là passe l'alimentation, OK. la méditation, fait que le sport. Wow. Tu sais, tu as des programmes, puis moi, quand j'étais, on avait un défi sportif qui était de faire l'ascension. En fait, on a fait 5 monts avec le mont Washington. OK. Fait que tu sais, c'était 2 jours en plein mois d'avril. Fait que tu sais, en hiver, il faut que tu dormes dehors, puis c'est pas tout le monde qui a la même capacité physique. Ouais. Puis tu sais, c'est encore là, tout est pensé derrière le B. Puis tu sais, ce défi-là, il t'est annoncé jour 1 quand tu commences, puis il est plus tard dans l'année. Ouais. Fait que tu as du temps à mettre, puis il te supporte de A à Z, que ce soit les programmes d'alimentation, d'entraînement, pour être capable de faire ce défi-là. Mais au travers de ce défi-là, c'est pas tout le monde qui, comme dans une entreprise, c'est pas tout le monde qui met le même effort. Ouais. Et là, moi, je me rappelle comme si c'était hier, dans ton sac, il faut que tu traînes en moyenne, je pense que c'est 35 livres. Quand même, hein? Ouais. Quand je suis arrivée à l'école en Beauce, c'est quand on dit faire sa place. Sur 21 entrepreneurs, ma cohorte, on n'était que 3 filles. OK. Et sur les 3 filles, j'étais la plus jeune. Quand j'ai commencé le B, j'avais 29 ans. La moyenne d'âge de ma cohorte était 41 ans. Ah, ouais. J'imaginais vraiment pas ça. Ouais, C'est intéressant. j'étais vraiment le petit cul, Le bébé, là. la fille, jeune. Tu sais, genre, tu sais pas de quoi tu parles, mais aucunement. Tu sais, jamais les gens de ma cohorte ont eu cette interprétation-là de moi. Au contraire, tu sais, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait des plus vieux dans la cohorte de 50 ans. Puis ils voulaient comprendre comment moi je pensais, c'était quoi ma vision, parce que c'est là que, tu sais, quand tu mets plein d'idées ensemble, que tu t'évolues. Mais pour en revenir au défi sportif, tu sais, moi, quand ils nous ont dit qu'on avait 35 livres à traîner pendant 2 jours, il y a des gars dans ma classe, il y a des gars, mon fille, « Hey, inquiétez-vous pas, là, on va vous aider à traîner vos poids. » Eh boy! Là, moi, j'étais comme, OK, c'est parce que tu me connais pas. Si tu penses que je serais pas capable. Fait que je me suis vraiment entraînée sérieusement pour être capable de réaliser le défi. Puis peut-être même trop. OK. Parce que je suivais, fait que là, j'étais super en shape. Ouais. Ce qui était correct aussi parce que ça faisait comme 1 an que j'avais accouché de mon dernier bébé. OK. Fait que, tu sais, tout tombait d'appoint. Fait que là, quand on a commencé l'ascension du mont, ils nous avaient séparés en 3. Parce que tu as un certain nombre de personnes, vu que c'est un lieu protégé, OK. pour pas empiéter OK, pour la nature. je comprends. Fait que, on était 3 groupes à suivre. Moi, j'étais dans le groupe 1, naturellement, qui est le groupe le plus physique. OK. Parce que l'hiver, t'ouvres les pas. Ah, boy, Fait que OK. quand tu marches dans la neige, c'est plus difficile versus le 3e groupe que tout est tapé. Ouais. Fait que j'étais dans le premier groupe. Là, moi, j'étais arrivée là motivée, puis je m'étais préparée. Mais là, je peux te dire que dans les premières heures d'ascension, je voulais rager contre certains du 3e groupe qui, eux, s'étaient pas entraînés, puis qui avaient pris ça à la légère, mais là, qui retardaient. Oui. Puis eux autres avaient tout tapé en plus pour eux autres. Là. Mais moi, j'étais fâchée. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Tu sais, tu pénalises le groupe. Mais là, après, quand je te dis que tout est pensé à l'EB, l'apprentissage que je me suis dit, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que je vais en retirer comme apprentissage si je me fais juste me fâcher contre tout le monde? Parce que c'est ça aussi dans la vie, c'est pas tout le monde qui va à ta vitesse. Ouais. Puis là, j'ai dit, non, comment je peux t'aider pour que tu ailles plus vite? Mais c'est aussi, l'aspect que je vois le plus popant, c'est lead by example. Ah ouais. Fait que, tu sais, sois dans l'exemple. Tu comprends que, tu sais, même si moi, j'arrive en haut de la montagne, je serai pas gagnante parce que le reste de l'équipe est pas là. Ouais. C'est comment, qu'en tant qu'équipe, on arrive en haut. Fait que, OK, mais t'as mal à la jambe, mais donne-moi ton poids, je vais t'aider. T'as-tu besoin que, peu importe quoi, t'as froid ou... Fait que, tu sais, de s'entraider, puis c'est là que ça devient, mais tu sais, tout est pensé, puis chacun, à travers où ce que t'es dans ta tête, à travers ce que t'as vécu ou ce que t'as à vivre, chaque défi, tu le prends d'une certaine façon, mais tellement lucratif parce que tu travailles tous les aspects, tu sais. Oui, pour devenir un meilleur entrepreneur, mais l'impact social est tellement puissant aussi. Okay. Parce que c'est important de redonner dans la vie. Ouais. Il n'y a pas juste toi. Fait que, comment tu peux avoir une implication de donner. Puis c'est facile de donner de l'argent.
Ah, t'as une cause, je vais te donner de l'argent. Ouais, Ouais. mais donne du temps. Ouais. Du temps, c'est autre chose, puis c'est tellement plus nécessaire aussi, ça, selon des causes. Là, Ben oui. tu sais, on s'entend que c'est pour la recherche médicale, l'argent. Ils veulent de l'argent, pas, ils veulent pas que tu ailles avec ton mais tu sarron sais, derrière. de donner, non, surtout pas moi. J'haïs tout ce qui est médical, je vais juste vomir devant eux. Mais, tu sais, de donner de ton temps, de t'impliquer, d'aider, de... Puis c'est ça aussi, tu sais. Puis justement, Quand on ce parle des point-là, apprentissages, tu sais, quand tu meurs, qu'est-ce qui te reste dans ta vie, là? Les gens vont pas se souvenir de la maison ou du chalet que tu avais, là. Ils vont te souvenir de comment tu les as fait sentir dans la vie, là. Puis Ouais. c'est ça qui est puissant, là. c'est vrai. Mais justement, avec ça, j'ai vu que tu as cofondé la Chambre des commerces au Richelieu. Hey, tu recules encore plus loin. Oui, 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 oui. Ouais. Mais justement, ça, pourquoi? Wow, comment? Comment? En fait, cette histoire-là est drôle parce que à l'époque, il y avait sous la Chambre de commerce une aile jeunesse. OK. Et je m'étais fait approcher pour faire partie de cette aile jeunesse-là. Mais au final, tu sais, mais une gang de jeunes qui ont l'ambition dans le tapis. Là, il fallait faire des activités qui généraient du profit. Mais tout le profit qu'on faisait allait dans les unités de la Chambre de commerce qui étaient déficitaires. OK. Travail d'équipe, je suis capable d'en prendre jusqu'à un certain point. Mais là, on faisait des demandes d'avoir certaines choses pour aider l'aile jeunesse, ne serait-ce que diminuer le membership. Ouais. Parce que le membership était comme 500$ par année. Puis nous, on disait à la Chambre de commerce, tu sais, si vous avez une entreprise qui roule, peut-être que le 500$, vous êtes capable de le supporter. Ouais. Mais les jeunes en start-up ne mettront pas. Puis encore moins, vous ne comprenez pas les jeunes. Ouais. Les jeunes n'investiront plus 500$ pour un membership. C'est plus dans nos valeurs, plus notre génération. Fait qu'on essayait de faire en sorte de baisser le membership pour que ça devienne accessible à tous, mais ils ne voulaient pas. OK. Fait que là, un moment donné, on a comme dit, mais tu sais, on fait plein de choses qui deviennent rentables. On vous demande un moindre consensus sur certaines choses, puis vous ne voulez pas. Tu sais, c'est quoi l'avantage de faire partie de vous? Fait qu'on s'est dissocié de la Chambre de commerce et on a créé la jeune Chambre de commerce. OK. Puis est-ce que tu peux expliquer juste un peu grosso modo, là, ça sert à quoi une chambre de commerce? Pourquoi il faudrait être dans une chambre de commerce? Bien, c'est sûr que ça évolue avec les années, mais tu sais, pour tout ce qui est le réseau de contacts, puis tu sais, mon père dans la vie m'a toujours dit, dans la vie, c'est pas combien tu vaux, mais c'est qui tu connais. Oui. Puis je le vois aujourd'hui, tu sais, pour avoir démarré Aura, tu sais, ton réseau de contacts, là, quand tu as besoin de quelque chose ou tu as besoin d'aide, Ouais. tu sais, d'avoir un réseau de contacts. Puis tu sais, encore là, il faut que tu l'entretiennes. C'est pas juste d'avoir 2000 noms sur LinkedIn, là, c'est facile. Mais tu sais, d'avoir des gens que si tu as besoin d'aide, ils vont être là. Fait que de tout créer, puis tu sais, souvent aussi, on est dans une niche spécialisée, tu sais, exemple toi, dans ton entreprise, tu n'es pas souvent en contact avec d'autres entreprises complètement différentes, Ouais. ne serait-ce qu'exemple, je sais pas moi, un bureau comptable. Tu n'as pas d'interaction avec eux. Fait que d'avoir accès à ça, tu as des événements, tu y vas, tu rencontres des gens, puis il y a tout le référencement aussi qui se fait là. Puis au-delà de ça, bien, il y a tout le... Tu sais, souvent, ils créent, au niveau, exemple, des assurances. Si tu es membre, tu peux bénéficier d'assurances ou de rabais sur X, Y, Z. Là. Ouais. Fait qu'il y a tout ça, mais je te dirais principalement, c'est pour le réseau de contacts. Je comprends. OK. Puis, tu as expliqué le pourquoi, mais c'est quoi que toi, ça t'a impliqué à quoi? Tu n'avais pas assez de projets, là? Tu sais, il me semble que tu roulais déjà pas mal. Là. Pourquoi se rajouter Non. ça, la cofondation d'une chambre de Je commerce? me rappelle, j'étais enceinte sur le bord d'accoucher dans les activités. J'ai des photos de la chambre de commerce que genre j'ai la grosse bédaine que là tu te dis, tu sais, j'ai l'entreprise familiale, le bébé qui s'en vient. Mais tu sais, si j'ai appris quelque chose avec les années, c'est que c'est facile d'être assis dans son salon ou derrière son ordi parce que vivent les réseaux sociaux, Ouais. puis chialer. Combien il y en a qui chialent? Mais moi, ça me pue au nez, là. Qu'est-ce que tu as fait, toi, au lieu de chialer? Fait que, tu sais, on revient à mon enfance, mais tu sais, dès ma jeunesse, je m'impliquais dans les assos à l'école parce que je me disais, ben tu sais, en étant impliquée, je vais pouvoir amener ça de la vision que je veux, puis l'avenir que je veux que ça prenne. Ouais. Mais c'est pas en étant de l'autre côté, puis en disant, ben c'est plate, as-tu vu l'activité qu'ils ont faite? Ouais. Mais c'est pas comme ça que je vais faire avancer les choses. Fait que pour moi, m'impliquer, c'était de faire avancer les choses, tu sais, puis ça a toujours été important pour moi. OK.
Que ce soit dans les assos étudiantes, secondaires, HEC, à l'EEB, avec la Jeune Chambre de commerce, c'est important pour moi. Puis en même temps aussi, on parlait de l'entrepreneur social, de pouvoir redonner, ben c'est ma façon aussi de dire merci. Bien, clairement. Puis, ton côté aide humain, puis tout ça. J'ai vu aussi que tu avais fait du mentorat avec une jeune fille, je pense. Explique-moi, c'est quoi l'importance d'avoir un mentor? Pourquoi tu devrais aller chercher un mentor? Puis toi, qu'est-ce que tu as apporté à cette jeune entrepreneur? Justine est arrivée dans ma vie. En fait, à ce moment-là, je la connaissais pas. C'est HEC qui m'ont appelé pour me dire, écoute, toujours dans le profil entrepreneurship qui avait évolué depuis que je n'étais pas là. Moi, quand j'étais là, on n'avait pas de mentor. Mais ils ont demandé d'avoir des mentors vraiment dans le même créneau d'expertise que l'étudiant. Fait que, ils m'ont rappelé parce qu'il y avait quelques étudiants dans, pas le même domaine, là, mais dans le même genre de relève familiale. Puis là, je me rappelle encore, j'étais comme, je me rappelle pas quel âge j'avais, mais 24 ans, 25 ans. Le syndrome de l'imposteur, j'étais comme, je suis encore toute jeune, comment je peux aider quelqu'un? Puis ils m'ont dit, mais c'est pas l'âge qui compte, Nadia, c'est vraiment le parcours. Puis on regarde, depuis que tu as gradué, tout ce que tu as accompli, puis on pense que tu pourrais vraiment venir contribuer au développement de quelqu'un. Fait que ils m'ont jumelé, puis c'était drôle parce que sans la connaître, on était tellement pareils, là. Ah ouais, hein? Même physiquement, blonde aux yeux bleus. Justine a de l'ambition à côté, à mort, puis s'il y avait quelque chose, elle lâche pas. Fait que, on avait beaucoup de similitudes. Fait que là, de la mentorer, mais c'était aussi beaucoup à travers son projet d'entrepreneuriat qu'il fallait qu'elle monte son plan d'affaires, de la challenger sur certains aspects. Quand tu montes un plan d'affaires, tu es souvent dedans. Des fois, tu oublies certaines variables dans l'équation qui pourraient peut-être considérablement changer l'équation. Fait que de prendre tout en considération, mais aussi de la coacher par rapport à ce que moi, j'avais vécu dans l'entreprise familiale, quelle approche avoir, comment et tout. Fait que ça a été une belle expérience, mais au-delà de ça, c'est développer une belle amitié. Clairement, c'est sûr. Ça doit tellement être inspirant. Surtout, ça doit tellement aussi être flatteur qu'à 24, 25 ans, de se faire appeler pour dire « Hey, je pense que tu pourrais vraiment aider cette jeune-là dans son développement. » Mais tu le réalises pas. Puis encore aujourd'hui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mon coach, parce qu'à l'EEB, autre chose qui est intéressante, tu as un coach puis qui te suit à travers ton parcours. Puis le mien m'a tellement fait avancer. Les gens souvent hésitent parce qu'il y a quand même un coût à avoir du coaching, mais pour tous les bienfaits que moi, ça m'a apporté, je le recommande haut la main, là. Puis bref, suite au retrait de l'entreprise familiale, j'étais un peu en questionnement. Puis mon coach me dit, pourquoi tu ne vas pas suivre ta certification de coach? Je dis, j'ai 35 ans. Là, il était comme, Nadia, c'est pas grave, avec tout ton parcours, tout ce que tu as vécu. Et il dit, tu peux sans doute aider d'autres entrepreneurs. 100%. Fait que, comme si ma start-up avec Aura était pas assez, j'ai commencé ma formation pour... Ah ouais, depuis quand? Depuis début septembre. Ah ouais, je savais pas. C'est extrêmement exigeant, là. En fait, ça doit. Tu as une journée de cours aux 2 semaines. Par journée de cours, tu as une journée de préparation qui est par cours. Fait que là, tu t'es rendu à une journée par semaine. Puis là, dans 3 semaines, on commence à faire du coaching. Parce que pour développer ton approche coaching, il faut que tu fasses du coaching. Plus que tu en fais, plus que tu deviens meilleur. Fait que il faut que je commence à faire des séances de coaching à travers ça. En start-up, avec 4 enfants. Parce qu'on n'a pas parlé du volet familial, mais j'ai 4 enfants, 3 chiens, 2 chats. Ça fait une belle équation. Une grosse famille. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ma vie, ça bouge. Puis c'est la vie autour qui me garde en vie. Ben, c'est fou, ça. Plein d'ambition. Mais, OK, ben parfait. J'ai une dernière question pour... à un moment donné, on va closer ça. On va être ici pour toute la nuit, sinon. J'ai une dernière question un peu plus romantique pour toute la vie entrepreneuriale. Si tu pouvais revenir 10 ans, il y a 10 ans, tu pourrais parler à Nadia il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais, qu'est-ce que tu lui dirais de faire attention? Qu'est-ce que tu lui dirais à la jeune Nadia d'il y a 10 ans? Tellement de choses.
fais confiance à ton intuition. Tu sais, trop souvent, on a la petite voix qui nous parle, mais le rationnel embarque. Non, non, je peux pas. Ouais. Mais fais confiance à cette petite voix-là qui te parle parce que c'est elle qui te connaît. Tu sais, sans dire que c'est la petite voix qui va dicter l'avenir, mais tu sais, c'est elle qui te connaît. Tu sais, des fois, tu le sens pas quelque chose, mais c'est probablement qu'il y a quelque chose contre tes valeurs ou contre ta vision. Fait que tu sais, d'écouter cette petite voix-là, de te faire confiance. Tu sais, il y a tellement de préjugés, puis c'est triste aujourd'hui. Je regarde la société, les gens ne font que juger. Vraiment. Sur les réseaux sociaux, Ouais, là, les ça, gens c'est un sont fléau, là. négatifs. Ouais. C'est comme, mais pourquoi tu vas là, tu sais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que maintenant, qu'est-ce qui est cool, c'est être négatif. Genre le cool, qu'est-ce qui est cool il n'y a là-dedans? rien de cool. Tu Être- te lèves le matin et puis ton but, c'est d'être négatif. C'est ça. Hey, j'ai même pas envie de t'avoir dans mon entourage, là. Exactement. Ouais. Tu sais, soit positif, soit en mode contribution, collaboration, entraide, soit dans l'amour. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Tu dirais ça. Dans l'amour. Dans l'amour. Puis, tu sais, ça peut rester vaste, mais être dans son cœur. Et non toujours dans sa tête, mais dans son cœur. Mhm. Mais tu ne pourras pas déroger de tes valeurs ou de qui t'es vraiment, tu sais. Mhm. Puis on se perd tellement trop facilement à cause qu'on a trop d'affaires dans la vie ou tu veux pas déplaire à quelqu'un, mais reste dans ton cœur. Ben, ça peut pas mieux finir, je pense. C'est parfait. Reste dans ton cœur. Ça reste dans ton... Ben, je vais garder ça, je vais être dans mon cœur pour toujours. Non, mais merci beaucoup, Nadia. Mais ça me fait plaisir. Wow. C'est fini. C'est fini. On aurait pu parler pendant encore 4 heures. Vraiment, sérieux, facilement. Mais check, ici, je vais te dire, ça a duré combien de temps? Ça a duré 1h23.